Il y a une pièce qu'on a sortie des réserves qui a été découverte dans un puits de latte dans les années 90, qui a mis beaucoup de temps à être restaurée puisqu'elle est en bois. Un des intérêts du site de Latte, c'est que la nappe phréatique est très haute, ce qui fait que les éléments organiques qui habituellement se décomposent sur les sites terrestres, comme les graines, les éléments en bois, tout ce qui est fait de carbone et tout ce qui est vivant, en général, disparaît complètement. Or, quand ces éléments-là sont dans de l'eau et qui sont privés d'oxygène, les bactéries qui décomposent ces objets-là ne sont pas actives. Et ça permet la préservation d'objets assez extraordinaires qu'on a peu l'habitude de voir, comme ce guéridon en bois, qui sont des objets qui devaient faire partie de la vie quotidienne et qui devaient être relativement courants à ces époques-là, mais qui, pour les musées d'archéologie, sont extrêmement rares. Il n'y a que 3 pièces. Il y en a un qui est conservé à Pompéi, mais qui s'est conservé par carbonisation, parce que le bois se conserve s'il est brûlé aussi. Et puis il y en a un sur un camp du Limès, la frontière romaine du sud de l'Allemagne, qui est aussi conservé dans l'eau. Mais sinon, c'est des choses qu'on connaît soit sur la sculpture, soit dans le mobilier en métal, puisque le métal se conserve, lui, bien mieux que le bois. Donc une pièce exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle, qui est en plus belle, et puis qui rappelle, même si c'est pas forcément l'objectif de celui qui l'a faite à cette époque-là, mais qui rappelle aussi un petit peu cette ambiance de lagune, puisque bon, c'est un oiseau aquatique, on ne sait pas si c'est un cygne, un canard, mais c'est un oiseau aquatique avec des pieds de griffon, des pieds de lion, et c'est un motif qu'on retrouve dès l'Égypte ancienne, en fait, en pied de mobilier, ces animaux un petit peu extraordinaires. Alors là, on est dans la partie basse du musée archéologique. On se situe dans l'exposition temporaire. Montpellier, terre de faïence. Tout à fait. Donc, ce premier niveau du musée qu'on consacre aux expositions temporaires. Et on a en fait un double programme d'expo temporaires avec une expo chaque année. Tantôt sur la valorisation du patrimoine archéologique de l'agglomération de Montpellier, puisqu'on est musée d'agglomération et que notre vocation c'est de valoriser ce patrimoine archéologique-là. Donc toute période confondue. Et c'est pour ça qu'ici on est sur les fouilles du tram et que les fouilles du tram sont plus sur le Moyen-Âge. On a choisi l'optique de la présentation des fours de faïenciers, des productions d'ateliers de faïenciers de Montpellier. Et puis on a un deuxième axe, exposition temporaire sur cette période du premier millénaire avant Jésus-Christ, la période de développement de la Tara, qui permet de faire des focus sur des aspects particuliers de cette période qu'on ne peut pas présenter dans l'expo permanente. Et l'année prochaine, on a un projet d'exposition sur les premiers contacts des Grecs et des Gaulois au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on explore cette période-là à travers les expos temporaires ou le patrimoine de l'agglomération, comme on avait fait une expo sur la Tara et cette année sur Terre de Faïence. Donc ici, on a une exposition en 3 parties. Une première partie à l'entrée qui permet de montrer un petit peu quelles ont été ces fouilles pendant 10 ans entre la fin des années 90 et puis les années 2000, au moment de la mise en place des lignes 1 et 2, surtout du tramway. Les résultats en fait de la fouille de ces ateliers qui montrent les techniques de fabrication et surtout la polyvalence des potiers montpelliérains qui font des terres vernissées, qui font des productions aussi sans vernis, qui font des productions avec des revêtements au plomb et puis bien sûr de la faïence grand feu au XVIIe et XVIIIe siècle qui sont les grands pots, notamment tous les pots de pharmacie et notamment celui qu'on voit sur l'affiche de l'exposition. Et puis après, en fait, après cette introduction sur les techniques qui est assortie d'un film qui montre comment François Siffre, qui travaille encore aujourd'hui selon les techniques du XVIIIe siècle, produit cette faïence, on rentre dans un parcours qui montre comment ces faïences et ces objets de terre sont utilisés au quotidien par les habitants de Montpellier, donc dans la cuisine, dans la resserre, au jardin, pour puiser l'eau au puits, sur les norias, etc. De la vie quotidienne. Après cette introduction sur les techniques, nous allons visionner un extrait du film de David Geoffroy, visible ici au musée à Latte, Montpellier, terre de faïence, les secrets de la manufacture royale. Vous allez voir à l'œuvre François Siffre, qui travaille encore aujourd'hui sur les techniques du XVIIIe et qui produit cette faïence. Il est l'artiste désigné de notre rubrique Métiers d'art.
Ceci, ça consiste à rendre l'argile plus homogène et à retirer les bulles qui pourraient se former à l'intérieur. C'est le pétrissage de pelote, c'est le plus classique. Là, on appelle ça rouler l'argile. On fait une motte, hein. Donc une boule d'argile. Voilà la croûte qui va venir se mettre sur le moule à estampe. Ici, aujourd'hui, c'est l'atelier Artus Siffre, puisque je suis le fils de Nicole Artus et d'Henri Siffre. Moi, j'aime à dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai commencé mon apprentissage avec mon père et mon oncle. Et mon grand-père, à cette période-là, avait déjà pris sa retraite. C'était en 1980. Mon grand-père, Paul Artus, à son retour de captivité, est rentré à l'école de faïencier de Foncarade. Comme il était portraitiste et peintre en lettres, ça lui a permis de progresser très rapidement dans la décoration et d'ouvrir son propre atelier en 1950. À l'origine de Foncarade, il y avait Raoul Dussol en 1901. Je pense qu'il a commencé à créer cette faïencerie qui est devenue par la suite une école. Donc il y avait tous les moules du XVIIe et XVIIIe siècle qui étaient conservés dans cette école. Et mon grand-père les a rachetés donc en 1950 quand Foncarade a fermé. Ces anses, elles vont venir se positionner de cette façon. Et des serpents comme ceci. L'émail est absorbé par la pièce et va se fixer dans les pores. Donc l'émail est manipulable tout de suite. Le poncif, c'est une feuille de papier calque et on fait tout un tas de petits trous sur le décor. Et on va positionner le poncif sur la pièce et on va appliquer du charbon de bois. Et ce charbon de bois va laisser le dessin sur l'émail frais. Ensuite, le charbon de bois ne laissera aucune trace puisqu'il va brûler à la vitrification de l'émail. C'est bien sorti. À Montpellier, c'est vraiment spécifique. Il y a sur tous les pots d'apothicaire des têtes d'ange. Donc c'est vraiment un décor montpelliérain. Ensuite, il y aura une vitrification de l'émail à 980 degrés, ce qui va fixer le décor définitivement dans la masse. Ce qui va donner la brillance de toutes les pièces en faïence. C'est ce qu'on appelle la faïence grand feu. Le décor et l'émail vont être vitrifiés au même moment. Entre les relevés de décor et la recherche au niveau des couleurs, il y a eu plus d'1 an de recherche. Mais il y a des secrets, effectivement, pour respecter les techniques du passé. Les techniques du passé, on est un peu les conservateurs. Montpellier, terre de faïence, les secrets de la manufacture royale, un film à découvrir en intégralité au musée Henri Prade pendant l'exposition temporaire qui se poursuit jusqu'au 23 septembre 2012. Terminons notre balade sur le site archéologique La Tara. Et avant d'évoquer le site lui-même, nous allons parler des projets d'avenir. Le seul site étrusque
français, hein, un établissement permanent étrusque français, puisque ça n'existe pas, aucun site d'habitation permanent étrusque n'existe en dehors de l'Italie, et donc le seul se situe à Montpellier. Donc cela revêt une importance historique très importante. Et nous avons donc cette spécificité étrusque que nous envient pas mal de sites archéologiques. Et c'est pour cette raison que actuellement nous sommes en train de parler avec le musée du Louvre pour essayer de monter en partenariat avec le grand musée étrusque de Cortone en Italie, le musée du Louvre qui possède des pièces absolument essentielles naturellement d'art étrusque, et nous-mêmes qui possédons ce site absolument exceptionnel, une exposition qui pourrait se situer début 2014. Le thème n'est pas encore choisi, mais nous pensons que ça pourrait être le mystère de l'écriture étrusque ou un thème de ce genre. Bien entendu, si nous arrivons à nous placer sur les circuits touristiques internationaux, nous espérons que nous allons faire exploser la fréquentation de ce musée, que nous avons d'ailleurs bien réussi à remonter, puisque lorsque Lionel est arrivé, la fréquentation se situe autour de 9000 visiteurs, et qu'actuellement, grâce aux expositions temporaires comme celle que vous avez pu voir actuellement sur Terre de Faïence, nous en sommes actuellement à 25 000. Nous avons d'abord acheté de l'autre côté du musée un bâtiment ancien très couleur locale dans lequel nous prévoyons une extension du musée. Pour l'instant, la décision n'est pas totalement prise de savoir exactement comment nous allons répartir les ensembles. Et un projet de rénovation du musée lui-même est prévu. Et là aussi, je vous disais en commençant que nous allions en décider assez rapidement. Alors là, nous nous trouvons sur le site de fouille. Nous allons entrer dans le port de la Tara. On voit les remparts, hein, juste devant. Alors en fait, on est descendu du bateau, on a le port dans le dos, et là on passe la porte d'entrée, la porte sud du site, qui est la porte d'accès à la ville pour les gens qui arrivent par la mer, enfin par la lagune et par la mer. Et on traverse donc et on voit l'épaisseur de cet imposant rempart. Et c'est la première chose vraiment qui marque pour ce site, c'est qu'au moment où les Étrusques arrivent sur le site, en lien probablement avec la population indigène, un des premiers gestes, c'est l'installation d'un mur de 780 mètres de long, qui fait plus de 2 mètres de large, avec 2 mètres de fondation en pierre, sur lesquels ils installent des briques en terre crue pour monter jusqu'à 5 mètres de haut. Alors évidemment, les murs en terre crue ont disparu, il ne reste plus que les fondations en pierre, mais on a calculé que pour la construction de ce mur, il avait fallu 500 000 briques d'adobe, hein, de mélange de terre, de sable et de paille. Et donc ce geste qui est à la fois politique, symbolique, économique aussi d'une certaine manière, parce qu'il sert à protéger un lieu qui va servir aux échanges et au commerce, c'est la preuve de l'arrivée, parce que jusque-là, les villages gaulois sont des villages assez lâches avec des maisons dispersées. C'est la preuve d'un geste qui est celui d'une société politiquement, économiquement, militairement très structurée. Et les fouilles de la zone profonde vers laquelle on se dirige là, qui ont démarré dans les années 80, et il a fallu plus de 20 ans, puisqu'il y a plus de 4 mètres de niveau archéologique à fouiller pour arriver jusqu'au niveau de la plage sur lesquels les premiers colons en fait se sont installés. Ces niveaux-là, ils ont révélé quelque chose de tout à fait exceptionnel. Cette grande maison, pas du tout pour les années 500 avant Jésus-Christ, pas du tout du même type que celle des villages gaulois alentours pour ces périodes, dans laquelle il y avait une trentaine d'amphores étrusques entières qui avaient été écrasées parce que cette maison a brûlé par la suite, et la toiture s'est écrasée sur les amphores, qui est interprétée comme un lieu de stockage des denrées étrusques qui arrivent, et surtout au sein de ces amphores, la présence de vaisselle commune, de la vaisselle de tous les jours, de ces marchands étrusques, de vaisselle qui vient d'Étrurie, sur laquelle certains marchands avaient inscrit leur nom en alphabet étrusque. Donc c'est à la fois l'arrivée de ces marchands, de ces aristocrates probablement en partie qui s'installent aussi ici, l'arrivée de l'écriture aussi qui va être une révolution fondamentale, hein, puisque jusqu'ici on n'écrit pas, donc les premières traces d'écriture en France c'est Marseille en 600 avant Jésus-Christ, mais pour la région ici, la Tara est un des sites sur lesquels on a les premiers
premières traces d'écriture en Languedoc. Et puis ce sera assez vite aussi après, puisque cette maison-là va être détruite et qu'il semble que les Grecs reprennent le contrôle commercial, en tout cas de cette zone-là, l'arrivée des marchands grecs, du matériel grec et de la monnaie aussi. Hein. Et donc écriture, monnaie et grand commerce méditerranéen, ce sont bien avant, 400 ans avant la conquête romaine, des mutations fondamentales qui vont préparer en fait l'arrivée des Romains avec la modification des voies de communication, les habitudes de communication avec le monde méditerranéen, etc. Lionel Pernet, nous arrivons au terme de ce territoire. Merci de nous avoir accueillis ici sur le musée archéologique Latara, musée Henri Prade. Et avant de nous quitter, Lionel, j'aimerais qu'on parle justement des expositions et de leur durée. Donc l'expo Terre de Faïence est visible jusqu'à fin septembre, mais il est probable qu'on la prolonge donc encore sur l'automne. L'expo d'art contemporain sera visible, elle, jusqu'à fin septembre. Et puis évidemment l'expo permanente qui, elle, est visitable toute l'année, sauf le mardi. Le musée étant fermé le mardi. Merci Lionel Pernet pour cette visite ici au musée archéologique Latara. J'invite les téléspectateurs à venir visiter ce musée. C'est la fin de ce territoire. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Bonne semaine à tous, bon week-end et à très bientôt dans Territoire sur TV Sud. Au revoir Lionel. Au revoir.